c'est bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Alors j'espère que vous allez bien, parce que c'est le plus important. Et on se retrouve aujourd'hui pour un format DB Review. On a changé quelque chose, vous avez dû le remarquer. On est deux. Enfin on a toujours été deux, mais on est deux à deux. Voilà, c'est un peu ça. En fait, on en a un peu marre que les vidéos durent super longtemps et on essaye d'optimiser. Et on commence tout de suite ce résumé de l'épisode 100 de Dragon Ball Super, donc l'épisode 100 qui était diffusé dimanche dernier. Nous étions le 23 juillet. Ça commence avec Vegeta contre Botamagetta. Vegeta en difficulté. En difficulté, mais ce qui était aussi agréable par rapport donc au dernier épisode, c'est qu'il y avait un peu plus de vivacité dans ce combat. Ouais, pourtant il était pas super animé, on en reparlera dans la partie analyse de l'animation. Hein ouais, c'est ça. Ouais, tant qu'à faire. Voilà, et puis après, justement, Vegeta recule comme ça, et il se retrouve confronté à Kiabe qui vient le confronter justement, et il y a deux guerriers qui arrivent sur les côtés de Kiabe. Il y a Mulisam et il y a Nigrishi. Ouais, qui se font foutre dehors en un coup. Donc un peu dommage pour l'univers 3 qui s'était targué d'avoir un leader et qui finalement est déjà out. Ouais, et on parle de Nigrishi. Mulisam, bon, je doutais que c'était un putain de figurant de l'univers 10. Enfin, je vais éviter les gros mots. C'était un figurant de l'univers 10. Mais Nigrishi, quand même, vous remarquez, il utilise sa technique de camouflage. Il apparaît en fait comme un caméléon, mais lui il était vraiment invisible, donc il aurait pu nous offrir peut-être des techniques, on s'attendait à mieux. On nous disait sur le site officiel qu'il avait des techniques acrobatiques, on les a pas vues. On l'a vu faire l'acrobate. Il a fait l'acrobate, il est venu partir. En dehors de l'arène, c'est tout. Et puis Champa énerve Beerus comme d'habitude, mais c'est pas tout parce que au moment où il y a Vegeta qui combat Kiabe, enfin il combat. On les voit pas combattre. On les voit pas combattre, disons que c'est Kiabe qui provoque un duel Vegeta. Et c'est vrai qu'en même temps il y a Hit. Il y a Hit qui lui est au coude à coude. Donc enfin, il est pas au coude à coude, c'est vraiment... Enfin l'autre il est pas au coude, l'autre il est il est en moignon ce matin. Il est en moignon. Voilà, donc Nali Lama qui se fait pousser d'une pichenette. Hit qui utilise son saut temporel, donc on le voit, son Tokitobashi. Nali Lama quand même utilise une technique qui nous était teasée sur le site officiel de Toei Animation, c'est-à-dire son cœur d'énergie. Ouais, il veut relâcher son cœur d'énergie. Son noyau en fait. C'est son noyau. Sur Hit, mais il se prend une pichenette et finalement il est déjà out. 3 guerriers déjà out. Franchement, quand j'ai vu l'épisode, j'ai fait non, vous êtes sérieux. Enfin, Nali Lama à la limite, ça se comprend, il s'est fait démembrer par Hit, c'est Hit quand même. Mais Nigrishi, je m'y attendais pas qu'il se fasse jarter comme ça. Ah non, l'univers 3 a pris très cher. Et clairement, de toute façon, c'est l'épisode de l'univers 6. On le voit, parce que dans la foulée, on a du coup Kale qui se fait tabasser par deux guerriers. On se disait justement qu'elle allait se faire prendre en sandwich, c'est un peu ça. Puisqu'il y avait Napapa qui arrive derrière, qui la chope violemment par les cheveux. Et Métiop qui met des coups de poing. Punching ball. Franchement, j'ai été surpris par la violence en fait de cet épisode. Ouais, j'ai pensé pareil. Je me suis dit c'est des enfants qui regardent et quand même elle se fait vraiment malmener, on voit qu'elle souffre, c'est de la violence gratuite alors ce passage. En toute relativité évidemment, on connaît Dragon Ball, c'est un manga d'arts martiaux, etc. Évidemment on s'offusque pas de ça, c'est voilà. Mais disons que comme tu le dis, c'est diffusé à 9h du matin au Japon pour des enfants et c'est plutôt étonnant de voir ça dans Dragon Ball Super. Après violence, pour relativiser, c'est vrai, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'habits déchirés. En fait, mais on sent quand même l'inspiration film 8 avec quand même des coups... Ouais, on sent ça, mais c'est surtout en fait, ça serait quand c'est deux gros costauds qui se tapent dessus, ça choque moins. Ouais. Là, c'est une femme toute frêle, qui est timide, qui limite elle est en pleurs et elle se fait maltraiter. Et en fait, la violence passe moins bien parce que tu dis c'est la violence gratuite. Dans cette forme-là, elle est d'aucun danger. Ouais, moi j'étais totalement pour Kale dans ce passage-là, j'avais beaucoup d'empathie pour ce personnage, elle était toute mignonne et tout, tu disais, bon vivement qu'elle dégage les deux autres. Et après, t'es moins pour Kale dans la suite de l'épisode, on va la raconter juste après le combat de Caulifla qui vient défendre Kale et qui se bat contre Napapa et qui expulse Napapa même du ring avec une prise de sumo. Magnifique passage. De judo même. Ouais, judo, enfin en tout cas elle l'a mis. Et puis on a aussi un punch sur Métiop, le crustacé. Je pensais qu'il était out. Mais on découvre à la fin de l'épisode que c'est pas le cas. Non, il est pas out, mais en tout cas c'est plus qu'un punch même. Je dirais même, il s'est acharné dessus. Ouais. Passage qui m'a foutu des frissons quand elle est arrivée comme ça en mode vénère. Super sérieux. Et puis après, elle relâche. Et là donc on les voit tous les deux. Elle essaye de redonner confiance à Kale en lui disant faut que tu te transformes, sois sérieuse, tu sais ce que tu vaux, etc. On va voir Goku. Ouais. Et là commence du coup cette rencontre entre Goku et nos deux Saiyans. Voilà, évidemment Caulifla qui interrompt. Alors un combat de malade, je vous le dis tout de suite, c'est le combat du siècle. C'est le combat de cet homme mystérieux qui nous était teasé depuis l'épisode 96. On se demandait qui est ce Yardrat, il est magnifique, il va nous faire des techniques de fou.
Et il se prend ce coup de pied magnifique de Caulifla, donc qui jarte le Yardrat, qui s'appelle Jimizu, et qu'on a vu 2 secondes à peu près dans l'épisode, avec un coup de déplacement instantané. J'ai été déçu. Mais franchement, déjà Nigrishi en début d'épisode. Mais alors là, Jimizu. En fait, le problème, c'est qu'ils ont sorti des persos charismatiques dont on attendait quelque chose. Ils les ont sortis à ce moment-là pour se faire éliminer. Après, Jimmy, on ne sait pas s'il est éliminé. Non, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de croix sur le site. Exactement. La plupart des personnages qui ont été éliminés, on voit le Godpad et ils sont grisés, etc. À part Nali Lama qui, mais on le voit tomber Nali Lama, donc on sait qu'il est éliminé. Et Krabos, là, Métiop, il se fait éliminer à la fin. Mais c'est vrai que Jimmy, on ne sait pas. Donc on peut le revoir. On peut nourrir des espoirs pour lui, mais pas trop quand même, parce que vu comment il s'est fait expédier, je me suis dit, mais toi, il se fout de notre gueule, là, il nous troll. Je me suis dit, il nous troll. C'est très probable. En tout cas, ça nous a donné quand même la confirmation que c'est bien un Yardra. Parce que voilà, cette utilisation du Shunkanido, donc déplacement instantané fois 88 dans l'espace de 3 secondes, c'était bien pour te faire comprendre qu'il se déplaçait instantanément. Et c'était bien de nous faire comprendre aussi pour dire que c'était l'épisode de l'univers 6 et qu'on s'en fout des autres. Hein. Parce que Caulifla qui arrive, vas-y dégage, t'as vu ton moment, vas-y maintenant c'est nous. Mais elle nous offre un très beau combat contre Goku. Franchement, j'étais super content de voir Goku dans le rôle du sensei, de voir Caulifla utiliser la 3e étape du stade de Super Saiyan. Elle voulait épater Goku quand même. Hein. Mais elle n'a pas réussi, évidemment. Goku, il connaît tous les défauts de cette forme. On a un bis repetita de ce qui s'est passé avec Trunks et Cell à l'époque, évidemment, où à l'époque, c'était Cell qui apprenait à Trunks la réalité, la dure réalité que cette forme consomme trop d'énergie, qu'elle est trop lente, etc. Et on apprend quand même une information importante, c'est que Goku nous lâche comme ça au milieu de l'épisode. Ah ouais, vu comme t'es forte, ça se trouve tu peux te transformer en Super Saiyan 3 au cours du combat. Ça met simplement l'accent, encore une fois, sur les capacités innées de Caulifla. Beaucoup ont et critiquent encore le fait que elle se transforme en Super Saiyan 2, elle maîtrise la machin. Elle est innée, on nous l'a présentée, et là j'ai vraiment encore plus ressenti ça. C'est vraiment l'égal de Goku, mais dans l'univers 6, comme tu l'avais déjà souligné aussi. Je l'ai ressenti encore plus, le fait de les voir s'affronter ensemble, ce caractère similaire. J'ai ressenti ça, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que quelque part, t'as quand même le gars qu'on reconnaît comme le numéro 1, Goku, qui reconnaît la puissance et la capacité de Caulifla. Donc quelque part, tu te dis, tiens, si lui le reconnaît, c'est qu'il sait qu'elle a quelque chose en elle qui la rend spéciale, unique. Si c'est Goku qui le dit. Et voilà, ça, je trouve que ça donne de la crédibilité justement à cette facilité que peut avoir Caulifla. Parce qu'elle dit, ah tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est Super Saiyan 2. Tiens, c'est un truc des frissons, je sais pas quoi. Il fait, ouais, c'est un truc dans le genre. Et elle arrive à, grâce à son talent inné, à retrouver cette forme. Et ça démontre quelque part, effectivement, cette faculté et ce don qu'a Caulifla. Elle avait réussi à se transformer en Super Saiyan 2, elle avait réussi à retrouver la forme. Grâce à Goku, elle y reparvient. Il n'est pas impossible qu'elle se surpasse, mais réjouissez-vous déjà qu'elle n'atteigne pas le stade de Super Saiyan 2. Et Goku lui fait bien comprendre dans cet épisode qu'il est trop tôt pour elle pour atteindre une telle forme. Donc Super Saiyan 3, pourquoi pas, mais Super Saiyan 2, faut pas déconner. Et ce combat est interrompu par Kale, une connerie de Kale au début, parce qu'elle lance un Kikora. Goku lui fait, écoute, on est en duel là, si tu peux éviter de nous déranger, ça serait gentil, merci. Et finalement, elle devient une nouvelle fois jalouse de la personne qui est en phase avec Caulifla, en tout cas dans un combat. Et elle pète un câble, elle se sent peut-être abandonnée par Caulifla à ce moment-là, mais c'est complètement con, puisque tout l'épisode... Enfin, c'est complètement con. Tout l'épisode, Caulifla n'a pas arrêté de la remettre sur un piédestal, essayer de la remotiver, lui disant j'ai confiance en toi. Elle lui a dit combien de fois? 2-3 fois dans l'épisode. Mais je pense qu'elle a tellement pas confiance en elle, cette meuf, que en fait, dès que elle a pas l'attention qui est tournée autour d'elle, elle se sent abandonnée comme tu le dis. Et partant de ça, ça y est, elle a donné de l'attention à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. C'est bon, elle m'a oublié, je suis qu'une merde. C'est le centre du monde en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Donc, et voilà. Et donc, passons tout de suite donc au vif du sujet. Kale qui se transforme donc dans cette forme qu'on attendait tous. Le Super Saiyan Berserker. Voilà. Et transformation qui envoie tout de suite du pâté, non sans rappeler Bojack, bien sûr. Bojack, bien sûr Bojack du 9e film Dragon Ball Z. C'est ça. Non, évidemment, c'est totalement copié-collé sur Broly. C'est un calque, mais un calque moins bien que l'original, évidemment. Parce que, comme on dit toujours, la copie ne vaut pas l'original. C'est exactement ça. Mais maintenant, je me dis, on peut voir cet épisode de deux façons. Ça peut être
un clin d'œil pour les fans de la première heure qui connaissent Broly. Vous vouliez du Broly? Bah tenez, on vous donne Broly. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi une manière aussi pour les nouveaux fans, les jeunes, les enfants, peut-être aussi qui regardent Fuji TV au Japon, qui connaissent pas Broly. Ces films sont sortis en 93 et 94. De dire, bah regardez, ça n'a pas été dans la série Dragon Ball Z, donc si vous l'avez vu, bah vous l'avez pas vu, hein, du coup, parce qu'il n'est pas dans la série, c'est pas dans le manga, bah voici Broly. Voilà. On vous donne Broly, vous le connaissez pas, on vous le donne sous cet aspect-là. Dans tous les cas, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, c'est du fanservice. Ah totalement, ça on peut pas le nier, ouais, c'est du fanservice assumé jusqu'au bout, pur et dur, tout le combat entre Goku et j'allais dire Broly justement, bah, Kale, qui sous cette forme... elle perd totalement sa personnalité. En fait, elle est effacée. J'ai envie de dire qu'elle a une personnalité sous sa forme normale et sous sa forme de Super Saiyan Berserker, parce que ça s'appelle comme ça pour l'instant, il n'y a pas de nom officiel. Et ben, elle est totalement. C'est Broly quoi. Elle est dénuée de personnalité parce que. On va prendre un truc tout bête. Son obsession. Moi, ça m'a choqué. Déjà, sans parler des Son Goku, sans la répétition. Ils ont trop fait ça. J'avais envie de la taper. Franchement, c'était horrible. Non, horrible. Ce côté obsessionnel. Tout le monde connaît Broly. Vous savez tous comment il fonctionne. Vous savez que ce qui est typique au Super Saiyan légendaire, c'est le ki qui ne cesse de monter, qui afflue, qui n'est pas maîtrisable, qui déborde et qui doit être rejeté parce qu'elle ne sait même pas le maîtriser. Ça, c'est un fait. Donc, cette manque de conscience et de contrôle. Mais l'obsession était propre à Broly. Parce que Broly, en gros, il est devenu fou de Kakaroto pour la seule et bonne raison qu'il a entendu ses pleurs et que ça résonne dans sa tête, ça l'a obsédé, il a juste envie de péter sa tête. Traumatisme. Il a été traumatisé. Qu'elle, elle n'est pas traumatisée. Donc pourquoi à chaque fois qu'elle se transforme, elle fait du Broly bis à avoir une obsession qui est liée? Ça n'a pas de rapport. Donc à moins qu'on soit dans l'obligation maintenant de canoniser dans la forme du légendaire le fait que l'obsession va avec. Sachant qu'on nous dit pas que c'est la forme de légendaire Super Saiyan. Sachant qu'on nous dit pas, c'est dérangeant. Pourquoi faire ça? Elle pourrait très bien se transformer, avoir un ki qui afflue, elle pète tout sur son passage, mais pas forcément être obligée d'être obsédée. Elle aurait pu juste gueuler Dai Nanauchi et tout péter. Genre en vouloir à l'univers 7. Pourquoi Goku, tu vois, il y a encore cette obsession, etc. Et tout est copié-collé jusque... Ah, toutes les attaques, tout, même le Kamehameha, ils ont voulu vraiment faire du Broly de A à Z. Et ensuite, il fallait quelqu'un pour stopper ça. Et on a quand même Caulifla qui a failli être éjecté par 2 fois à cause de Kale. La première fois, elle est sauvée par Hit qui intervient. Et on voit un travail d'équipe quand même entre les membres de l'Univers 6, ça fait plaisir. Et la deuxième fois, elle a failli se faire choper. Et c'est Jiren qui intervient pour arrêter un peu ce foutoir. Les Pride Troopers interviennent, signe qu'on va les voir certainement dans le prochain épisode. On n'en dit pas plus, mais vous verrez. Et en tout cas, Jiren intervient pour nous montrer que c'est le plus fort. C'est ça. Un Kikora, il se retourne, ça pète. Et c'est terminé. Tout ça pour nous teaser Jiren, pour nous dire bon c'est lui le top level. Et Goku justement intervient. Yo un petit yo qui m'a fait marrer. Non, pas yo, ça m'a pas fait marrer. Moi, ça m'a. C'est-à-dire, le truc, il monte. Déjà, j'ai été déçu personnellement du Jiren, la façon dont il intervient, mais on va en revenir dans la notation. Et puis, yo. Non, pas yo. Là, tu fais pas yo à Jiren. Ça m'a fait marrer. Si, ça m'a fait marrer parce qu'il est confronté à Hit. Et Hit, il sort les mains de ses poches, il sait que c'est un adversaire dangereux, Jiren. Et il permet à Caulifla et Hit de se retirer. Eux, ils sont plus à penser à leur univers. Tu vois, ils se disent bon, l'univers peut être détruit, on combat pour la survie de l'univers. Goku, il combat pas pour ça. Goku, son truc, c'est se battre contre le plus fort. Ça a toujours été ça. Dans toute l'œuvre Dragon Ball, ça changera pas. Là, il voit le plus fort, il va contre le plus fort. Normalement, tu combats pour la survie de ton univers. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes comme un planqué derrière les poteaux, là, comme Frost par exemple. Et puis voilà, t'attends que tout le monde s'entretue, et puis tu pousses les gens qui sont au bord du ring. Goku, non, il va voir le plus fort, lui, Goku. C'est comme ça que ça se passe. Donc le yo, ouais, salut, je t'ai repéré, c'est toi le plus fort, excuse-moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Bah, moi, c'est pas le fait qu'il repère le plus fort, c'est le yo, justement, qui m'a un peu... qui a infantilisé la scène. Qui, ouais, pour mais moi, c'est Goku. Tu vois, j'aurais préféré qu'il sorte et qu'il fasse... genre Omega, genre un truc vraiment pour souligner, genre c'est toi là en fait le ouf, mais avec ce sérieux qui sort de cette scène, parce que tout était pété, il y a vu... D'ailleurs, il faudra qu'il nous explique pourquoi tout est pété et pourquoi il y a des rochers. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une explication en mode où il y a un guerrier qui a fait une attaque et il fait sortir des rochers. Non, ça commence, il y a des rochers partout, on sait pas pourquoi. Qu'elle, elle a pété des trucs en plus de ce qui était déjà pété. Bon, on va tout de suite passer au scénario qui était de King Liu. King Liu qui quand même a de bons antécédents sur la série Dragon Ball Super avec de très bonnes références à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Là, évidemment, référence au film 8.
Ouais, on peut pas plus référence au film 8 quand c'est copié-collé, c'est même pas de la référence Ouais. en fait. Bon, après, il y avait des références à Dragon Ball et Dragon Ball Z avec la troisième Troisième étape de forme, Super c'est sûr. Saiyan, de Caulifla, Goku qui joue un peu le sensei, on a un peu le rôle inversé avec Vegeta Kiabe. On a pas mal de choses, hein, même au niveau des combats et des chorégraphies de combat. C'était rythmé. C'était rythmé, le scénario aussi était rythmé. Le scénario était rythmé, on n'est pas à court d'action. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque C'est vrai qu'on n'a pas le temps de contrairement respirer, au mais précédent scénario, Yoshitaka Toshio Fukushima avait pris plus le temps, je pense, de nous présenter les combattants éliminés. On avait les noms qui étaient mentionnés oralement par le grand prêtre et par les émos. Là, on n'a qu'un seul nom qui est mentionné oralement, c'est Vuon. Ouais. C'est le Pride Troopers qui est éliminé après avoir utilisé son attaque de Justice Whip contre Kale. Et qui est doublé C'est vrai. d'ailleurs par Takeshi Kusao qui fait Trunks et qui participe pas donc, hein, et Nali là-bas. Et c'est le seul mentionné, les autres sont pas mentionnés, ils sont crédités au sous-titrage des textes japonais. Donc sans ça on n'aurait pas su comment il s'appelle. Bon, c'est un scénario éclectique hein, avec des hauts et des bas, mais avec le des hauts bas, et des bas, pour des Kale, bonnes choses. Hein. Caulifla qui a quand même été bien mis en avant. Ouais. Le combat entre Très, Goku très bien mis en avant. et Caulifla qui se déroule vraiment bien. En fait, je sais pas pour toi, mais moi le scénar, j'ai l'impression qu'il était très bon jusqu'à l'apparition de Kale. Enfin très bon, avec des petits bémols, sauf le fait qu'on esquive les persos secondaires, tertiaires, mais Ouais. moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. il était bon. Il était bon, pareil jusqu'à la transformation de Kale. La transformation de Kale, ça allait. Le moment où Goku il se présente devant Kale et au moment où Vegeta fait sa remarque, mais c'est quoi cette forme Ça me fait penser, enfin on aurait dit les Saiyans originels ou une forme de Saiyan, enfin les Saiyans tels qu'ils sont à l'origine. Alors il dit pas Super Saiyan tels qu'ils sont à l'origine, il dit Saiyan, peut-être pour nous faire penser que les Saiyans étaient à la base belliqueux, brutaux, violents, sanguinaires, et que ça lui rappelle ça. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est la forme qu'avaient les Saiyans à l'origine. C'est peut-être juste pour nous dire que les Saiyans étaient comme ça à l'époque et que les Saiyans de l'univers justement ne sont plus du tout comme ça. On ne sait pas pour l'instant, on n'a pas avec des pincettes. davantage d'informations. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Mais c'est une information déjà intéressante qui nous est quand même teasée comme ça par King Liu. Et qui a son importance. Autre chose qui a son importance aussi, c'est la transfo de Goku en Super Saiyan Blue face à Kale. Ouais. Quand je l'ai vu, Dans les moins, on va dire, de ça l'épisode. c'est le gros moins, je me suis dit non, ça va alimenter les débats des fanboys qui vont encore se dire ouais donc en fait t'as vu, je vous t'avais dit que Broly était plus fort que même un divin et tout. Faut arrêter, Sachant que ça c'était Le pas su- nécessaire. Le Super Saiyan God n'existait pas à l'époque, évidemment, de Broly. Donc il n'y a même pas de débat à faire là-dessus. Et puis Kale est un tout autre personnage, on le sait. Mais ouais, c'est dommage que Toei Animation sombre dans ça. Mais bon, après le Super Saiyan Blue, c'est la transfo du moment que Goku utilise comme ça À par foison, facilité. il utilise À à foison. Il utilise à foison, même quand il n'y a pas besoin. On l'avait déjà vu dans les précédents épisodes. Donc c'est pas si étonnant que ça. Hein. Moi, niveau scénario, comme c'est en dents de scie et que Kale, vraiment, c'est une pâle copie ratée pour moi de Broly. L'original vaut beaucoup mieux. Regardez les films avec Broly si vous voulez connaître le Je personnage. partage ton point de vue là-dessus. Kale transformé, c'est raté. Kale pas transformé, je trouve qu'elle a une personnalité originale qu'on n'a jamais vue dans la série. Oh oui. Même si c'est une pleurnicheuse, même si c'est un boulet pour Caulifla, franchement, où est-ce qu'on a vu ça dans la série? Franchement, je trouve ça super original. Ouais. Je mettrais 13,5 au scénario. Et moi, en termes de notation, je vais mettre 13. Je vais mettre 13 parce que le côté Dancy m'a un peu dérangé. Maintenant, quand on regarde dans son ensemble, je l'ai regardé 2 fois. Ça fait son taf. Il y a de l'action. C'est enfin ce qu'on attend du tournoi du pouvoir. C'est vrai. Tout le monde se donne, ça part de partout. Faut être sur le qui-vive. C'est quand même mieux quand c'est rythmé comme ça. Et pour cette intensité qui se maintient, je vais mettre 13. Ce qui fait perdre de la notation, c'est tous les fausses notes liées majoritairement à Kale. Et on va passer du coup à la partie animation. Partie animation avec Yashima qui était donc superviseur de l'animation tout seul sur cet épisode, et il y avait évidemment pas mal d'animateurs clés qui ont beaucoup rattrapé son travail. Bah, évidemment, Yashima est connu comme un des moins bons animateurs sur la série Dragon Ball Super. Heureusement, on avait de bons animateurs. Il y avait Atsushi Nikaido qui a notamment signé cette scène assez magnifique. Magnifique. Un bel échange entre Kale et Goku Super Saiyan 2. Regardez, les deux, n'empêche, ils se mettent des patates, ils subissent les coups de l'un à l'autre, mais les deux ne bronchent pas, ils ont rien du tout. Et ensuite, on passe à une séquence beaucoup moins bonne dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Kamehameha qui était foiré. Mais on a aussi cette séquence justement qui nous rappelle le Pony God inspiré du combat entre Hulk
Et Thor. Loki, Non, c'est Loki. et Loki ouais. dans Avengers est complètement inspiré. Bon, c'était plutôt marrant, un rappel au fait que Goku justement est un god. On entend même dans le fond un petit toing, toing dans le fond du Ah ouais bruitage. Ouais. J'ai noté, c'est très léger au travers des cassures, mais vous regarderez, vous entendrez un petit toing dans le fond, et ça m'a fait un peu rire, quoi, le côté. Bon, cartoon. cet épisode, j'ai vu beaucoup de trolls quand même, hein. Et niveau animation, bon, on va pas dire qu'on s'est fait troller au niveau de l'animation, j'ai l'impression qu'ils ont voulu être sérieux. On a des séquences super vives et rapides, malheureusement c'est l'aspect graphique qui est plutôt C'est ça. moche par moment Ouais. et qui ne suit pas, bon évidemment Bah, il y a notamment, Shima, tout ça. Goku contre Caulifla se targue d'une bonne animation. Franchement, Très j'étais vif. très vite, J'étais très surpris. rapide, J'étais surpris. c'est punchy, mais la patte graphique, C'est des moche. fois, c'est moche et c'est dommage. C'est-à-dire, tu mets le taf sur l'animation, Ouais. c'est vif, c'est beau, c'est limite ce qu'il y a de plus dur. Et t'as des traits comme ça, tu te dis, Ouais. c'est con quoi. Franchement, tu te mets toi-même Dans la merde. alors que ça aurait pu être très très beau. Ouais, dommage. Et c'est ça qui fait vraiment que l'animation est comme ça. Dans tous les passages sont comme ça. Ouais, c'est sans dents de scie. Vegeta contre Botamageta Dégueulasse. est dégueulasse. Il y a certains passages, je dis, tiens, ça va. Ah, c'est redégueulasse. Ouais. Ça fait ça, vraiment. Donc Bon, pour après, ça, voilà, fallait s'y attendre, c'est Yashima, et Ouais. malgré les corrections qu'ils font, justement, ça a amené du mieux de Miyako Tsuji, qui est la Mhm. chef superviseur de l'animation, chargée que des corrections, elle fait pas d'animation supplémentaire, généralement, ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Ah, fallait s'y attendre, donc moi je mettrais 11, c'est pas une mauvaise note hein, finalement, parce qu'on pouvait s'attendre à pire avec Yashima, et il y a eu quelques séquences sympas, trop rares évidemment sur Ouais. tout l'épisode, mais c'était assez sympa quand même. moi, je vais mettre 12,5 parce que je vais souligner l'intensité qui a été maintenue dans l'animation pendant ces 20 minutes. Parce que c'est quand même du travail de maintenir une animation aussi longtemps, parce que ça part de partout. Pour ça, je vais souligner l'effort, je vais mettre quand même 12, malgré le fait qu'on soit pas encore dans le ouf du ouf, quoi. Réalisation, il n'y a pas énormément de choses à dire, la réalisation était bien traitée, Ouais. Kazuya Karasawa a fait le storyboard et la réalisation, il nous a offert des plans qui permettaient de mettre en évidence des choses du scénario vraiment, vraiment importantes, comme par exemple les relations entre les personnages, la supériorité, l'observation, etc. Et pour moi c'est une bonne animation qui mérite 14. Moi, je suis d'accord avec toi, la réalisation, elle a été très riche. Très riche parce que, comme tu l'as dit, ensemble de plans, on passe du gros, du petit plan, de la contre-plongée, on a même des storyboards qui sont glissants. Donc, très bien pensé. Petit bémol maintenant aussi parce que pour ce fameux copier-coller de Broly, je Ouais. pense que la réalisation a aussi joué à nous faire penser à des plans Oh, totalement, identiques totalement. au film, donc ça n'a pas aidé à se détacher de Broly. Mhm. Mais maintenant c'était un très gros taf et je vais mettre aussi un 14 sur 20 parce que elle était très bonne. Bande son, bah franchement, excellente bande son. C'est Ouais. même peut-être le meilleur point de l'épisode selon moi parce moi que aussi, pareil. le calage des musiques Ah ouais, était parfait. parfait. Le Goku Super Saiyan Buu c'était magnifique, même Ah la ouais. tension avec Kiabe qui arrive sur Vegeta, etc. Ah, c'était top. Ouais, Les seiyuu, bah écoutez, à part le Son Goku qui nous a fait chier de Yukana, c'est Masako Nozawa magnifique hein, comme d'habitude, mais on va pas souligner. une nouvelle fois. elle est là-bas dans les étoiles. Et Yuka Komatsu qui me plaît toujours autant sur Caulifla qui est C'est trop vraiment belle. excellente, ouais, mais elle est super Ah ouais, forte, elle elle est est- forte, j'aime bien. Ah, franchement, 16. Niveau bande son, j'étais vraiment agréablement. Bah moi 17. Je vais mettre 17 parce que pour l'avoir vu 2 fois, je me suis beaucoup arrêté et beaucoup plus sur le côté musique la deuxième fois et franchement tout est bien calé, c'est bien coupé. On passe d'un thème à un autre au moment où l'image change d'ambiance. C'était top, les bruitages sont puissants. Derrière on a cet impact qui suit le mouvement, non top. Franchement, ça D'ailleurs, mérite. Yukana, pas que des reproches sur la voix de Kale, puisque au moment où elle crie et tout ça, c'est plutôt bien fait, et même les modifications vocales sur la voix au moment où elle lance Sekikura sont super bien réalisées. On passe à l'intensité émotion. Ah, c'était du Dancy, hein. C'était du Dancy. J'étais. C'est-à-dire j'étais content certains moments, Kale qui combattait Métiop, ouais je fais ah ouais bien et tout, après ça redescend, ouais c'est du Dancy quoi, je Ouais. suis sorti mitigé de cet épisode donc je peux pas mettre une note qui ne soit pas mitigée, donc je vais mettre 13 qui est pour moi la meilleure note que je puisse mettre à cet épisode, qui a de bons moments, vraiment de bons moments, on peut pas se le cacher, Goku contre Kale c'était pas dégueulasse, on était pris dedans malgré tout, même si c'était du ressucé. On était en mode intensité du tournoi du pouvoir, donc 13. Et moi, ça sera du 14. Ça sera du 14 parce que je peux pas mettre plus. Parce que voilà, tu l'as dit, le côté Dancy m'a trop dérangé. C'est pour ça que j'ai voulu le regarder une deuxième fois d'ailleurs. Parce que
je voulais vraiment, j'avais du mal à le noter. Sincèrement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui mettre comme note, parce que j'avais tout en tête qui se mélangeait, du bon, du moins bon, etc. Je me suis dit, il faut vraiment que je le revoie. Je l'ai vu une deuxième fois, ça m'a permis vraiment de mettre le détail sur le côté technique. Et franchement, il y a des trucs qui m'ont fait avoir des frissons. Caulifla Goku, j'ai eu des frissons. La transfo de Kale, quand elle est arrivée, j'ai dit ça y est, ça envoie du lourd, m'a donné des frissons. Maintenant, les gros n'importe quoi qu'on a déjà souligné côté scénario, bah ça fait que ça redescend. T'as pas la possibilité d'aller chercher le côté crescendo et un climax c'est peut-être mieux, émotionnel. Donc 14, ça suffit, je pense, pour cet épisode, en espérant que la suite ne cesse de monter. Ouais, bah regardez d'ailleurs sa place dans le classement, hein, c'est pas si mal, mais bon, c'est un épisode de mi-film, mi-raisin, comme on l'a dit, donc c'est pas étonnant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et aussi je voudrais rajouter un petit mot parce qu'il y a eu des débats suite à la diffusion de cet épisode, notamment sur Twitter, j'ai vu des messages, c'était sur d'autres comptes, c'était des gens qui s'insultaient entre eux, on sait pas pourquoi les gens deviennent un peu fous parfois lorsqu'il s'agit de certains personnages, et sachez que c'est un manga, c'est une passion qu'on partage tous. Quand vous vous posez pour lire votre manga ou regarder un épisode de Dragon Ball, c'est pour ressentir cette passion, et même s'il y a un épisode qui vous plaît pas, bah on peut le critiquer, hein. C'est ce qui permet aussi de faire avancer. Toei Animation, avec les critiques, a pu faire de meilleurs épisodes ensuite. Mais joue pas ta vie, gros. Joue pas ta vie, c'est pas grave. On joue pas nos vies, c'est pas grave, et puis on peut en parler ensemble et puis partager. Faut pas s'insulter les uns les autres, on a la même passion, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui permet justement à cette chaîne d'exister aussi, c'est de transmettre et de partager avec vous, et j'espère que vous continuerez à partager, nombreux, et que vous suivrez un peu cette voie d'accalmie, disons, de modèle pour les enfants aussi qui nous lisent et qui nous regardent. Le désaccord ne doit pas attiser la haine. Voilà. Est-ce que Goku il attise la haine chez ses adversaires? Non, il fait yo. Bon, on va se quitter avant que ça parte trop en cacahuète à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite. Ciao. Matane.